Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Camarades, bien le bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Rideau Rouge, le 50e. Et pour fêter ça, un épisode tout à fait particulier, car il ne s'agit pas d'une interview, mais d'une compilation. Il y a un an, jour pour jour, le 31 janvier 2022, j'enregistrais le premier épisode du podcast. Et que vous dire de plus, si ce n'est que je suis très fier d'avoir passé cette première année à vos côtés. C'était incroyable. La route a été longue, mais j'ai aujourd'hui vraiment la sensation de m'être trouvé, tant dans mon activité que dans ce que je souhaite montrer au travers de cette émission. J'ai d'ailleurs sorti très récemment une vidéo bilan sur ma chaîne YouTube dans laquelle je reviens en détail sur cette première année avec le Bazar Culturel et le chemin parcouru. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Pour conclure cette introduction, je vous dirais simplement que tout ce chemin, il se fait à vos côtés, invités et auditeurs, et que ce rendez-vous hebdomadaire qu'est Rideau Rouge, ces rencontres inspirantes me nourrissent et me font grandir plus que vous ne l'imaginez. En 2024, nous allons non seulement les poursuivre, mais aller beaucoup plus loin. Et pour bien démarrer cette nouvelle année et prendre d'emblée de bonnes résolutions, je vous propose de revenir sur toutes les idées évoquées par mes invités en réponse à ma désormais culte question finale. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, si vous aviez une baguette magique, par où commenceriez-vous ? Alors, il n'y a que 49 épisodes, donc 49 idées, me direz-vous. Où est la 50e ? Eh bien, ce sera la mienne. En un an, j'ai eu le temps d'y réfléchir et ma réponse a quelque peu évolué. Quand j'ai commencé le podcast, je vous aurais répondu que si j'avais une baguette magique, je m'approprierais une terre quelque part, pas trop loin de la mer, que je déclarerais son indépendance et qu'à partir de ce jour, tous les habitants de cette terre n'obéiraient plus aux lois françaises, mais aux lois qu'ils allaient eux-mêmes établir. Une sorte de ZAD gigantesque, quoi. Bon, en un an, mon rapport au monde s'est énormément pacifié, et j'ai évacué une grande partie de la colère que je portais en moi. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous répondrai plutôt que si j'avais une baguette magique, je donnerais à tout le monde la conscience de ses talents, de là où se trouve son génie créateur, ce qui lui permettrait de passer lui-même à l'action pour œuvrer dans le monde. La baguette magique, évidemment, personne ne l'a, mais le pouvoir d'agir pour un monde meilleur, il est en chacun de nous. L'idée de ce podcast est d'ailleurs directement inspirée du film Un monde meilleur avec Kevin Spacey. Si vous ne l'avez pas vu, je vous résume l'intrigue en quelques mots. Un professeur donne un sujet de devoir à ses élèves, trouver une solution pour rendre le monde meilleur et la mettre en pratique. Plus sensible que ses camarades, Trevor prend très au sérieux ce devoir. Il suggère d'aider de façon désintéressée 3 personnes qui devront elles-mêmes en aider 3 autres, et chacune d'entre elles devra passer le relais à 3 autres qui en feront de même, et ainsi de suite. À l'instar du film, ce podcast se veut être un exemple de ce que l'on peut réussir à faire en œuvrant collectivement. Je me suis amusé à décrire un plan d'action pour changer le monde pas à pas, mais bien entendu, il n'est que pure fantaisie. À vrai dire, c'était surtout une façon d'organiser cette compilation pour que ce soit plus facile d'enchaîner les idées. Je précise également que certaines paroles ont dû être coupées, donc si vous voulez avoir les phrases dans leur intégralité, le mieux est de vous référer à l'épisode dont elles sont issues. Allez, on commence tout de suite avec la première grande étape qui serait d'arrêter de vouloir changer le monde. Alors, je ne le changerai pas. Parce que ça fait partie de notre eau bouillante, vouloir changer le monde. Changer le monde, chaque génération a voulu changer le monde. On voit le résultat. Regarde, c'est ce que je disais. 50% des poissons disparaissent, 80% des oiseaux ont disparu, l'inégalité entre les plus riches et les plus pauvres n'a jamais été aussi grande. Donc, il faudrait peut-être qu'on arrête de vouloir changer le monde, parce que c'est pareil, ça part de toi. Ah oui, moi, je vais changer le monde. Non, je ne changerai pas le monde, je l'écouterai. Donc, je crois que je souhaiterais juste rajouter de spécial. Chacun doit continuer à faire son petit bonhomme de chemin en essayant de faire au mieux pour ce qu'il croit juste. Et puis, c'est déjà pas mal. Je pense que c'est la ténacité des choses.
tu vois, qui font changer véritablement des esprits, qui ancrent les choses. Et donc, je pense que c'est plutôt long. Il faut plutôt essayer de voir sur le long terme. Et je pense que la baguette magique, elle a des effets court terme qui seraient super chouettes. Euh, mais pour que ça perdure, il faut vraiment travailler assez ouais, en profondeur. Ce que nous dit Christelle Chopin, épisode 24, c'est que le fait de nourrir de la colère contre un système au point de vouloir le changer, c'est faire le jeu même de ce système. En fait, la colère et l'envie d'un changement radical se trouvent être du pain béni pour le pouvoir qui se nourrit de toutes nos frustrations. Il n'y a qu'à voir comment les mouvements sociaux sont discrédités puis mis au placard, ou comment les révoltes populaires passées ont toujours fini, tôt ou tard, par nous ramener à la case départ, voire encore plus loin en termes d'acquis. La récente réforme des retraites, qui met à mal le travail du Front populaire, en est la preuve. Cette forme de colère-là nous fait du bien, car elle nous libère d'un poids sur le moment, mais peut-être qu'elle n'est pas constructive sur le long terme. C'est également ce que nous dit Candice Poyet, épisode 35, quand elle parle de ténacité et de travail en profondeur. Les constructions solides et qui durent dans le temps sont les plus difficiles à bâtir. Mais si nous voulons parvenir à un résultat durable et qui, pour une fois, nous amène vraiment vers une forme de changement de société, nous devrions peut-être commencer par donner une importance aussi grande aux projets de fond, aux projets qui font civilisation, que celle que nous accordons aux luttes immédiates. Pierre Chaillot, épisode 10, ajoute que le monde dans son ensemble ne mérite peut-être pas d'être changé, car la grande majorité préfère sans doute vivre dans l'illusion. Ce qu'il nous conseille, de son côté, c'est donc de continuer, chacun à son échelle, à se battre pour ce que l'on croit juste. Ce qui nous amène à la deuxième étape, trouver l'équilibre en soi. Moi, si j'avais le pouvoir de changer le monde, je commencerais par me changer moi-même. Je pense pas qu'on puisse changer les choses à l'extérieur. Je pense qu'en fait, on peut que changer à l'intérieur et que l'extérieur n'est que le reflet après de ce que tu vas changer à l'intérieur. Mais je pense pas qu'on puisse, même si tu as le pouvoir de le faire, tu vois, admettons que tu décides que voilà, que tu établis la paix sur la terre comme ça d'un coup de baguette magique, en l'espace de 2 ou 3 ans, tout ce qui était du passé, tout ce qui était des forces qui ont animé les êtres humains, reviendrait très rapidement et ça n'a rien changé en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, si tu agis sur toi, tu as un impact sur le monde qui est énorme, beaucoup plus grand que si tu agis à l'extérieur, quoi. Pour moi, le monde, il n'a pas besoin d'être changé. Le monde en général n'a pas besoin de changer. Il est déjà. Point. Par contre, voilà, si on continue comme ça, bah, le monde sera beaucoup moins joli et l'humain risque de disparaître. On le sait tous. Mais c'est déjà commencer au pas de sa porte, ça je le répète, vraiment c'est essentiel. Commencer déjà au pas de sa porte. Tout de vouloir changer le monde, commencer à changer son monde. Enfin, je crois avoir compris que rien ne se ferait si je commence pas à me changer, à me transformer moi-même. Par incarner moi-même. Par incarner moi-même tout ce que je dis. Et c'est un chemin sur lequel je suis. La notion d'exemplarité est ultra importante pour moi quand je ne fais pas ce que je dis. Je fais ce que je dis, pas ce que je fais. Quand je me rends compte qu'il y a dissonance entre ce que je dis et ce que je fais, entre ce que je prône et ce que je fais, ou ce que je prône et ce que j'ai moi envie d'atteindre, ça crée un inconfort énorme. Et donc je sais que pour moi, c'est important d'incarner ce que je dis. En fait, il y a toute cette phase-là et c'est vraiment de le vivre, de l'expérimenter moi-même. Et ce que je propose quand j'accompagne les gens, c'est des choses que j'ai éprouvées moi-même ou que j'ai vues, que j'ai constatées chez les gens que j'ai accompagnés. Et ou, ça peut être les deux. Enfin, clairement, le fait ce que je dis, pas ce que je fais, pour moi, il est... Je sais pas, ça crée une dissonance, quoi. Il y a un truc, il y a quelque chose qui est pas net. Apaiser sa relation à soi et à l'autre, en fait, on est aussi assez branché sur tout ce qui est communication bienveillante, quoi. Voilà, apprendre à se découvrir autrement soi-même, mais aussi apaiser sa relation à l'autre et puis travailler sur son estime de soi. Et c'est ce qu'on veut vraiment valoriser dans nos ateliers, quoi. Et donc, et je pense que quand on a une relation apaisée avec soi et avec les autres, ça change le monde et notre manière de vivre, quoi. Oui, et puis laisser cette place aux émotions. On a Mm. souvent, effectivement, dans nos conditionnements, alors ça évolue, hein, mais il y a encore, je pense, beaucoup de travail à faire là-dessus, mais vraiment, ouais, laisser la place à nos émotions
et de lâcher effectivement à ce mental et se connecter à tout ce qu'il y a autour de nous et à tous ses sens parce on a un monde qui peut vraiment être merveilleux. On a tout à disposition. Donc, prendre soin aussi de nous pour prendre soin du monde qui nous entoure. Moi, je suis très éco-anxieuse. Du coup, je me dis que finalement, et pareil en résonance avec les métiers passion, est-ce qu'il faut pas reformater un peu nos imaginaires et tout ce qui est désirable pour, euh, pour finalement mettre peut-être nos épanouissements au service d'autre chose que le travail. Vous connaissez certainement cet adage, attribué à Marc Aurèle, que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. S'il est vrai que nous n'avons pas d'influence sur le monde, nous en avons sur nous-mêmes, sur notre monde intérieur. C'est ce que nous disent à la fois Antoine Manitara, épisode 45, Mathieu Francard, épisode 38, et Alexia Simard, épisode 6. Nathalie Cour, épisode 5, ajoute qu'il est important de commencer par trouver un alignement entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Ça peut paraître bête, mais combien d'entre nous donnent des conseils aux autres, mais lorsqu'il s'agit de leur propre vie, ont du mal à les respecter. Moi le premier. Se changer soi-même, c'est-à-dire accepter de se remettre en question dans ses croyances, ses modes de pensée, ses schémas de construction, pour le dire avec les termes de Nathalie, c'est faire preuve d'exemplarité. Sans vouloir vous assommer de citations, je ne peux pas passer à côté de la phrase de Gandhi « Sois le changement que tu veux pour le monde ». Si tout était possible, quel humain aurais-je envie d'être ? Dans mon intimité mais aussi dans mon rapport aux autres. Est-ce que dès aujourd'hui, je peux imaginer quels seraient les comportements de cet humain que je rêve d'incarner ? Ses réactions face aux événements ? La façon qu'il aurait de regarder les autres ? Est-ce que, à présent, je peux petit à petit implémenter certains de ces comportements dans ma réalité ? Christelle et Julie, de Sophrocook Therapy, épisode 22, précisent qu'il est important également d'accorder une place à nos émotions. Les émotions sont le langage de l'âme. Ce sont justement elles qui nous permettent de vérifier qu'il y a bien un alignement entre nos pensées et nos actes. De manière plus concrète, Anne-Claire Gentialon, épisode 26, nous invite à rechercher ce qui nous passionne, ce qui nous épanouit en dehors de la sphère professionnelle. Ce qu'il est bon de rappeler face à toute cette spiritualité New Age qui confond métier et mission de vie. Nous pouvons avoir des passions autres que dans la sphère professionnelle. L'important, c'est de les connaître. Alors, puisque jamais 203, je conclurai par la devise du temple de Delphes, connais-toi toi-même. C'est seulement à partir de cette base, de cet ancrage, que nous pouvons nous tourner vers les autres, et plus particulièrement vers les générations futures. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on ne prend pas assez de temps et d'écoute pour tous ces petits loulous qui arrivent. Et en fait, rien que savoir qu'il y a un prof pour 30 élèves, ou 25, ou 20, je me dis, mais on est complètement à côté de la plaque, on n'a rien compris. S'il y en a, je sais pas, 5 à 6 élèves qui va pas bien ce jour-là, je sais pas pour quelle raison, qui se sent pas bien, la personne, elle va pas pouvoir se diviser pour gérer toute la classe et être attentive pour ces petits loups qui demandent de l'attention et de l'écoute. Et ce que je comprends pas, c'est que c'est des moments clés de la vie où on grandit, où on apprend et où ça fait des adultes, en fait, des gens plus âgés qui, après, sont plus dans l'écoute, dans l'empathie, dans l'échange, dans la bienveillance, dans la création collective. On gagnerait énormément à être plus intelligent, responsable, sensible et fort également. Et donc, je pense que ce sont des valeurs qui doivent être repartagées à travers l'école, avec un bon système et de bons profs. Parce qu'on se souvient tous d'un prof qu'on a particulièrement aimé. Et la raison pour laquelle on se souvient tous d'un prof qu'on a particulièrement aimé, c'est que l'écrasante majorité des profs sont mauvais. C'est juste un fait. L'écrasante majorité sont mauvais. C'est pour ça qu'on se souvient juste des bons profs, parce qu'ils sont tellement peu, ils sont tellement rares. Et je me souviens des meilleurs profs que j'ai eu au collège, ou au lycée, ou à la fac. Et ces profs ne doivent pas être l'exception. Ils doivent être la normalité. Au lieu de mettre dans la tête des enfants que t'es dépendant, t'es faible, tu vas devoir travailler pour un tel et un tel, pour des autorités. Enfin voilà, qu'en fait,
tu peux pas réaliser spécialement tes rêves, enfin voilà, que tu as besoin d'être dans une case, ou plutôt dire qu'il y a l'opportunité de développer tous ces possibles et que tout est possible, que rien n'est impossible en fait. Et le rien n'est impossible, ça ouvre tellement de champs en fait. Et je vois tellement de jeunes qui, à l'heure actuelle, ben, font des choses par dépit ou parce qu'on les a forcés. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, enfin, ça m'a toujours touchée parce que je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi tu t'obliges à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire? Et faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, c'est une des pires choses. On peut plus demander aux enfants d'être, comment dire, en fait, on nous coupe de qui on est, on nous coupe vers où on veut aller. Et nombreux d'entre nous avons fait ce que papa et maman a voulu, avons fait ce que nos profs font, tu vois. Et tout ce système éducatif, il nous coupe de tout ça, il nous coupe de la nature, il nous coupe de nos ressentis, de nos émotions. On sait plus, on fait plus la différence. On a une émotion, mais arrête de pleurer. Enfin, tu vois, un petit garçon, ça pleure pas. Enfin, tout ça, il faut plus entendre tout ça. C'est terminé. Et franchement, là, si j'avais une baguette magique, euh, je changerais ça. Je changerais la façon de voir des parents, beaucoup de parents, de l'éducation nationale. Ouais, franchement, je le ferais parce que c'est nos enfants, l'avenir. Par les enfants. Par les enfants parce que j'ai une grande foi en nos futures générations. Et pour changer le monde, il faut passer par eux, il faut leur apprendre qu'est-ce que c'est que l'ouverture, qu'est-ce que c'est que la tolérance, qu'est-ce que c'est que le respect. Euh, et de cette manière-là, on va un jour changer le monde. Bah, je vais répondre par l'éducation parce que je me suis dit et je me dis encore que c'est par là qu'il faut, c'est le pouvoir, il est là. Et je dis bien éducation et pas école. Martin Jeudi, épisode 21, nous invite à passer davantage de temps avec nos enfants. Nous n'avons pas forcément tous des enfants, ni l'occasion d'en côtoyer dans nos sphères professionnelles, mais nous avons certainement tous des enfants dans notre entourage, amical ou familial. Que pouvons-nous, à notre échelle, leur apporter ? Même si notre travail n'est pas en lien avec les enfants, est-ce que nous pouvons par exemple intervenir dans des classes ou dans des clubs d'ados, même bénévolement, pour parler de notre expérience ? Clément de Mouvement Conscient, épisode 8, nous rappelle qu'il y a des professeurs qui nous marquent plus que d'autres. Je sais pas vous, mais pour ma part, j'ai aussi été marqué par certains intervenants extérieurs, écrivains ou autres, qui ne venaient pourtant dans les établissements que pour des durées très courtes, ce qui veut dire que nous avons toutes et tous le pouvoir de faire quelque chose, et par ce biais, de faire contre-pouvoir au système éducatif actuel, en rappelant aux enfants qu'ils sont forts, comme le dit Ursula Tayeb, épisode 4, qu'ils ont de la valeur, et qu'ils peuvent réaliser leurs rêves. Nous pouvons par ce biais, même à petite échelle, contribuer à leur redonner leurs ailes, comme dit Sandrine Pacheco, épisode 14, et leur transmettre les valeurs que nous souhaitons les voir incarner, comme dit Isabelle Paoletti, épisode 28. Enfin, Charlotte Rouet, épisode 2, nous invite à réfléchir à l'éducation en dehors de l'école, l'éducation des parents, mais aussi l'éducation des adultes, l'éducation entre pairs, celle qu'on appelle parfois l'éducation populaire. Cela passe, tout d'abord, par le fait de comprendre nos erreurs. J'agirais sur l'éducation, et quand je parle d'éducation, je parle d'éducation au sens large, c'est-à-dire pas simplement à l'école, hein, mais l'éducation à tous les âges. On a tendance à croire qu'on apprend jusqu'au bac et puis, ou jusqu'à nos études supérieures, et puis qu'après, tout est fini. Non, on apprend en permanence. Et, mais on a une approche assez individuelle de l'apprentissage après nos études supérieures. Et je crois qu'on devrait être une espèce en permanente interrogation par rapport à ce qu'on vit, et avoir cette volonté de réapprendre, désapprendre, réapprendre les choses, se poser des questions sur ce qu'on fait, sur les conséquences réelles de nos actes, et s'interroger sur ce qu'on pourrait faire différemment pour que nous, collectivement, nous puissions grandir ensemble. Et puis vraiment
d'apprendre du passé. Les gens oublient, on oublie, enfin je dis les gens, mais c'est de manière très générale, hein, je peux m'inclure dedans, on oublie beaucoup, et c'est aussi parce que, et c'est là où la démocratisation, la culture est très importante. C'est parce que si au bout d'un moment tout le monde est au courant, si tout le monde est, bon le terme est peut-être pas le bon, mais si tout le monde est éduqué, si on est tous éduqués sur les mêmes questions, éduqués de la même manière, alors évidemment notre mode de pensée à toutes et tous sera toujours différent, mais on partira avec les mêmes bases, et c'est hyper important de partir avec ces mêmes bases parce que ça nous permettrait tout simplement euh, de répondre à nos problématiques actuelles d'une nouvelle manière et puis de vivre un petit peu d'une meilleure façon, on va dire, toutes et tous ensemble. Alban Tourette, épisode 32, et Clara Leroux, épisode 1, nous invitent à développer notre capacité à nous remettre en question, à nous interroger sur les conséquences de nos actes, à tirer des leçons du passé. À une époque, on parlait beaucoup de devoir de mémoire. Le terme est aujourd'hui très associé à la Shoah, mais il peut, en réalité, être utilisé dans d'autres contextes. En tant qu'êtres humains, nous avons le devoir de tirer des leçons de nos erreurs individuelles et collectives et de transmettre ces apprentissages à nos enfants comme à nos pères, PAIRS. On dit donner du poisson à un homme, c'est le sauver pour la journée, mais lui apprendre à pêcher, c'est le sauver pour la vie. Moi, si je donne un coup de baguette magique, ce serait de voir cette méthode de production alimentaire qui est la permaculture, mais qui est aussi, tu peux très bien faire de la permaculture sans jardiner, c'est-à-dire que prendre soin des gens autour de toi, produire tes boissons naturelles, tu peux faire du social, etc. C'est de la permaculture humaine. Eh bien, ce serait d'un coup de baguette magique que cette philosophie de vie éthique qu'est la permaculture puisse se répandre bien plus vite qu'elle ne se répand, mais déjà elle se répand très bien, simplement essaimer ce mode de vie, cette vision de vie. Je pense modestement avoir écrit quand même 2 livres. Je pense que ce ne sera pas les derniers, mais en tout cas, il y en a 2. Et pour moi, c'est une très grande fierté, moi qui n'ai pas d'enfant, c'est de transmettre. Voilà, de transmettre ce que je sais. Je pense travailler pour l'axe du bien. Voilà, je suis croyant. J'ai fait ma part, comme disait ce cher Pierre Rabhi. D'ailleurs, Pierre Rabhi, on n'en parle plus beaucoup. Tu vois, les personnes qui meurent, on n'en parle plus. Et pour moi, le livre est une forme d'immortalité. C'est un livre, on ne le jette pas, hein, on ne fait pas des autodafés, on ne les brûle pas, surtout, hein, même si vous manquez de chauffage peut-être cet hiver, évitez les livres. Éviter de brûler les livres, mais un livre se transmet, un livre se garde dans une bibliothèque, un livre c'est magnifique. On peut le lire lorsqu'on est en panne d'électricité, avec la lumière du jour, tu vois, c'est physique, ça existe. Que l'art puisse être un véhicule pour réenchanter, pour redonner, pour resacraliser le monde. Je trouverais ça magnifique. Stéphane Chatry, épisode 40, parle de l'importance de la transmission de nos savoirs. Il ne s'agit pas forcément ici de transmettre des savoirs institutionnels, mais de transmettre ce que l'on a compris du monde. Et nous avons toutes et tous des choses à transmettre, quel que soit notre degré de connaissance. Pour Gilles Lartigot, épisode 46, ça passe par exemple par le fait d'écrire. Alors, si vous aussi, vous avez un texte ou un roman qui traîne dans un tiroir, 2024 peut être l'occasion de le ressortir et de le faire découvrir à d'autres. Mais la transmission peut prendre de nombreuses autres formes. À ce titre, Martin Joffre, épisode 36, nous rappelle que toutes les expressions artistiques en sont un excellent moyen. Si vous aimez écrire, écrivez. Si vous aimez peindre, peignez. Si vous aimez composer, composez. Bref, vous m'avez compris. Transmettre est en somme un excellent moyen de recréer du commun. Et peut-être que je commencerai par créer justement davantage d'espaces collectifs où les gens peuvent échanger, apprendre et s'entraider. Ça peut paraître utopique, mais je pense que je commencerai par là en fait, parce que justement on a été tellement un petit peu coupés les uns des autres, et alors encore plus ces 3 dernières années. Mais c'est ça qui manque en fait. Justement, pour faire le lien, je crois que je commencerai par là, créer des espaces où on peut échanger et faire plus de liens en fait, entre les gens, mais aussi entre les savoirs. Je commencerai par la danse. Je commencerai par remettre en mouvement les gens, parce que pour moi, c'est... Alors évidemment, je prêche pour ma chapelle, mais je veux dire, c'est vraiment pour moi tellement puissant, mais tellement puissant. Et
Même moi, à chaque fois, je suis surprise, tu sais, quand les jours où je suis très fatiguée, ou les moments où ça va pas, où je me mets en mouvement simplement, et si je suis pas obligée de faire 1 heure, hein, tu sais, même 5 minutes, tu mets une musique et ça te fait bouger toute ta structure, toute ton énergie, ça change tout en fait. Et je pense que le monde irait tellement mieux si on remettait du mouvement dans notre vie. C'est en bas que ça se passe. Quand je dis en bas, ça va être les petites gens, ceux qui ont peut-être pas les moyens, mais qui sont bien plus nombreux que les puissants. Et c'est aussi en grande partie pour ça que je fais de la rue. C'est en grande partie pour ça que quand je suis rentré de mes 2 ans, enfin de mon passage aux 7 doigts de la main, où je me suis dit, j'ai réalisé mon rêve, qu'est-ce que je veux faire? J'étais perdu. Je me suis dit, il y a au moins un truc dont je suis sûr, c'est que j'ai envie de continuer de faire de la rue et de partager des trucs avec les gens parce que c'est là qu'il se passe des choses vraiment fortes. Et c'est si on continue à balancer des messages qui vont, selon soi, hein, dans le bon sens pour le reste du monde, alors peut-être qu'on fera changer les choses, petit à petit. Mais voilà, si pour moi il fallait changer un truc, c'est commencer par en bas et mettre en avant ceux qu'on n'entend pas et qui sont pourtant bien plus nombreux. Mais si je peux dire qu'il y a quand même quelque chose qui me pèse aujourd'hui, je dirais que c'est le communautarisme. J'ai l'impression qu'en médiation, c'est quand même un métier où on a la chance de pouvoir sauter d'un milieu social à un autre. D'un côté, on va avoir je sais pas, des PDG du CAC 40, des gens qui vont investir dans l'art, et puis d'un coup, on va se retrouver quelqu'un qui habite vraiment à la rue. Et d'un côté, on aura des personnes, des communautés hyper militantes d'un côté ou de l'autre. Et même si mentalement, parfois, c'est difficile, je trouve ça hyper important de continuer à créer des liens entre les différentes communautés. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus fermé. Il y a de moins en moins de gens qui sont en capacité d'aller parler à différents types de personnes. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je regrette. Du coup, ouvrir encore plus de lieux de porosité. Je pense qu'il n'y a que la collectivité qui peut nous aider. Alors, non pas la collectivité au sens, parce que ça prend des sens communisme ou soviétisme. Je parle vraiment du fait de discuter, de se retrouver le comment, retrouver vraiment, en fait, l'interaction humaine, ce qui était l'agora au sens noble du terme. Si je pouvais changer le monde, c'est pas moi qui le changerais, mais je ferais en sorte que le peuple, en tout cas, puisse le changer totalement. Je ferais changer les configurations de la ville et la configuration des espaces où on accepte les gens du voyage. Voilà, ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir au niveau de la ville. C'est pas un truc idéal, hein, c'est pas un truc qui est incroyable ce que je propose, mais c'est juste de dire, en fait, cette forme de mode de vie, c'est un patrimoine commun. C'est-à-dire que ça appartient pas que aux gens du voyage. Aujourd'hui, quand on porte atteinte aux droits des gens du voyage, on porte atteinte à des tas de personnes derrière. Quand on entend les van-lifers là, qui se plaignent à la télé parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre leur van comme ci, comme ça, à cause des règles d'urbanisme, etc., c'est parce que des règles d'urbanisme ont été créées contre les gens du voyage et qu'ils en pâtissent. Donc moi, je veux dire, c'est que on est capable de réfléchir la ville autrement, que le mode de vie itinérant n'est pas un mode de vie passé, c'est un mode de vie qui continue de vivre et qui continuera de vivre et qui aura plein de modalités d'expression. Et donc, on peut penser la ville ensemble, voilà. Pour Marion le Prieur, épisode 7, il est nécessaire de recréer des espaces pour se retrouver et faire collectif. Ces espaces peuvent aussi être la rue, comme ce fut le cas pendant les Gilets jaunes. C'est ce que nous proposent Élodie Leclerc, épisode 19, et Johan Durand, épisode 9, quand ils parlent de danser dans la rue. Anne Marchimourin, épisode 29, rappelle à ce titre que parler avec les gens, créer des espaces de porosité, est un excellent moyen de mettre fin au communautarisme qui nous divise les uns et les autres. Retrouver de l'interaction humaine, recréer du dialogue, comme le dit Amélie Ismaili, épisode 42, est un premier pas pour refaire collectif et à terme faire société. Nous devons par ailleurs être vigilants à n'oublier aucune forme de discrimination. William Hacker, épisode 11, évoque le cas des gens du voyage, qui par leur isolement géographique sont exclus de toute forme de collectif. Comment chacun d'entre nous peut contribuer à recréer des espaces communs? Quand et comment puis-je organiser des temps de rencontre? Suis-je prêt à y inviter des inconnus, des gens très différents de moi? S'il y a des voyageurs près de chez moi par exemple, suis-je prêt à aller frapper à leur porte pour faire connaissance? Une fois que l'on s'est tourné vers soi, puis vers les autres, nous pouvons commencer à nous tourner vers le monde, en commençant par ce qu'il y a de vivant autour de nous. Si j'avais la possibilité de changer le monde, probablement que je ferais en sorte qu'on supprime les vols en jet privé, qu'on puisse
prendre des vraies décisions en faveur du climat. J'en sais rien. J'essaierai de réduire la température mondiale et de réduire les émissions de dioxyde de carbone pour essayer de faire en sorte qu'on survive. Je partirais peut-être sur la paix dans le monde entre tous les êtres, que ce soit les humains, les animaux, les végétaux, prendre conscience que les minéraux aussi sont là. Voilà, donc revenir un peu comme revenir en arrière, des centaines d'années en arrière, où on était beaucoup plus en connexion avec toute la vie qui nous entoure et être moins fermé sur ce côté vie matérielle. Maëlys Fourneau, épisode 33, et Florie Marie, épisode 37, nous parlent de la réduction des gaz à effet de serre, mais nous pouvons aller plus loin. Comme le dit Nathalie Duval, épisode 34, quelle connexion pouvons-nous retrouver avec les éléments qui nous entourent ? Sommes-nous prêts à considérer le vivant et sa préservation dans son ensemble ? Sommes-nous prêts à voir que tous les êtres vivants font partie du même écosystème ? Comprendre que nous sommes tous reliés les uns aux autres et que nos actions sont interdépendantes est la seule façon d'agir véritablement sur la nature humaine. Je pense que je commencerai par enlever le mot solitude de l'existant. Donc le mot et puis l'incarnation du mot. Ça n'existerait pas, la solitude n'existe pas. Je donnerais le sourire à tout le monde. Ben, je supprimerai les inégalités. La nature humaine, je pense que ce serait la chose qui, dans un monde idéal et dans le fantasme, serait la plus intéressante à changer parce que beaucoup des soucis qu'on rencontre sont liés à ça. À un côté un peu égoïste que peuvent avoir beaucoup d'êtres humains, malheureusement. Beaucoup d'êtres humains qui peuvent parfois être puissants et avoir beaucoup de pouvoir, donc forcément. Qui peuvent mettre en péril les autres, qui peuvent mettre en péril l'avenir de la planète et qui peuvent causer beaucoup de tort en étant sur des impératifs purement matériels, purement égoïstes et en courant après l'argent ou après des choses qui au final sont futiles quand on prend un peu de recul. Ça serait faire que l'être humain soit un peu plus conscient de l'autre et qu'il soit un peu plus tolérant. Parce que ça, c'est vraiment la base des problèmes. Et si on était un peu plus tolérant, si on comprenait l'autre personne, si on se mettait 2 secondes dans ses chaussures, ou voilà, je sais plus comment est l'expression, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui s'éviteraient, même des questions de faim dans le monde, des pays qui n'ont pas les sous et tout ça, parce que du coup, justement, tu dis, OK, j'en ai suffisant, je pense à l'autre, je peux le tendre la main. Je ne vais pas penser que à moi, je ne vais pas être égoïste pour penser qu'à moi, je peux partager un petit peu. Je pense que je commencerais déjà, si je pouvais changer le monde, par le racisme. Parce que tu te rends compte que dans le sport, en fait, il n'y a pas de frontière, en fait. Chacun vient pour participer et s'amuser avec des enfants de différentes ethnies, différentes religions, différents modes de vie, en fait. Et ils se regroupent autour de quelque chose pour s'amuser ensemble. Donc, ouais, ce serait la première chose que je pourrais changer dans ce monde, ce serait le racisme. Je vais répondre la suppression du massacre des innocents, quels qu'ils soient. Voilà. Toutes ces personnes ont pour point commun de proposer une modification dans la nature humaine. Fanny Richard, épisode 17, évoque la suppression de la solitude. La Bajon, épisode 16, le fait de donner le sourire à tout le monde. Et Marjorie Glas, épisode 39, la suppression des inégalités. Pour Rémi d'Iron Quest, épisode 23, c'est l'égoïsme qu'il faut supprimer. Et ça rejoint ce que nous disions juste avant. C'est le fait de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes reliés, que nous faisons partie d'un tout, tant sur le plan matériel que sur les autres plans, qui peut faire bouger les lignes. Si vous avez un attrait pour la spiritualité, ça peut évidemment passer par un parcours d'éveil, mais sur un aspect très pratico-pratique, il s'agit déjà de mettre de la conscience sur chacun de nos actes, et de cette façon, de faire preuve de plus de tolérance, comme nous y invitent Alain Ramirez, épisode 31, et Philippe Nanatonzi, épisode 18. La lutte contre toutes les formes d'oppression, comme le suggère Ariane Biran, épisode 49, est le seul moyen de conserver notre humanité, et ça, c'est un combat que nous pouvons mener tous les jours. Allez, il est temps de mettre les pieds dans le plat et de réorganiser concrètement cette nouvelle société que nous venons de créer.
Pour changer le monde, il faut changer le mode de production, c'est-à-dire abattre le capitalisme. Remettre la monnaie à sa place, c'est-à-dire en fait interdire toute spéculation, voilà, interdire tous les marchés financiers, voilà, interdire toutes les activités qui consistent à faire de l'argent sur de l'argent, même le fonctionnement bancaire de manière générale, c'est-à-dire qu'il fonctionne que sur le crédit et sur la dette. Si on avait voilà, une quantité d'argent qui pouvait fluctuer quand même par rapport à l'activité économique, mais qui soit vraiment cohérente avec l'activité économique et qui ne servent que l'activité économique, c'est-à-dire les banques qui soient vraiment là pour aider. En fait, j'aimerais que le pouvoir de l'argent disparaisse et que la question de l'argent disparaisse. Je sais pas, si on pouvait revenir à l'époque où on fait du troc et où on ne se pose plus de questions d'argent, ni pour vivre, ni pour aller voir un spectacle, ni pour quoi que ce soit. Ce serait tellement bien si on pouvait échanger un spectacle contre un repas à la maison, voilà, qu'on puisse arriver à se passer de ce filtre financier qui, je trouve, met tellement de barrières entre les gens. Pas de monde nouveau sans changement de nos modes de production, nous rappelle Annie Lacroix-Ris, épisode 41. Pour l'indigné du canapé, épisode 44, ça passe aussi par le fait de remodeler notre système bancaire pour avoir des organismes plus coopératifs qui financent des projets véritablement utiles à la société. Créer une banque, je ne dis pas, mais monter une coopérative de production, c'est possible. Et ça peut être un projet à mener localement si ça en intéresse certains. Julie Duponchel, épisode 3, nous incite aussi à penser au troc plutôt qu'à la monnaie pour nos échanges. Il existe dans certains endroits des systèmes d'échange local, qui sont des associations qui favorisent le don contre don. Mais à toute petite échelle, je trouve que nous ne pensons jamais à proposer du troc, ou du moins trop peu. Si la population se réapproprie sa monnaie, il est également nécessaire qu'elle se réapproprie son information. Je pense que je commencerai par supprimer la censure et l'intimidation, parce qu'on doit bien se rendre compte que nous ne vivons pas dans je parle des pays occidentaux ici où je vis, nous ne vivons pas dans un régime d'info libre et indépendante. Déjà, avoir un grand média qui informe les gens, où tous les gens qui sont pour l'instant mis de côté, qui ont des belles choses à apporter, qui puissent avoir un média qui dépasse tous les autres, tout le côté TF1, tout ça, ça ne vaut plus rien. Pour supprimer la censure et lutter contre les mensonges médiatiques, comme le souhaitent Michel Collomb, épisode 27, et René Biquel, épisode 30, nous pouvons continuer à faire circuler autour de nous les informations des médias alternatifs. Peut-être même que nous pouvons imprimer certains articles et les afficher dans nos boutiques, nos cabinets, nos panneaux municipaux prévus à cet effet. Ce serait une première piste pour commencer à reprendre du pouvoir localement. Je commencerai par le système politique qui fait des économies de bout de chandelle sur pas mal de choses alors qu'il y a moyen d'investir sur des beaux projets qui peuvent vraiment, vraiment changer avec pas tant d'argent que ça, qui peuvent vraiment changer le quotidien de certaines personnes. Donc je commencerai par le côté politique, ouais, effectivement. La baguette magique, ça serait que les gens décident par eux-mêmes, voilà, et qui s'approprient leur pouvoir d'agir, voilà. Et donc du coup, quand on donne la possibilité aux gens de choisir le monde dans lequel ils veulent vivre et évoluer. Je tenterai le plus possible, dans le plus de secteurs possible, de redonner du pouvoir de décision aux personnes là où elles sont, quoi. Enfin, là, ce qu'on voit, c'est dans les usines, redonner le pouvoir aux salariés. Après, ça pose aussi des questions sur d'autres choses, quoi. Mais enfin, transformer le régime, on va dire, le régime démocratique, quoi, pour donner du pouvoir vraiment là où sont les gens, pour pouvoir, et pas juste du pouvoir de décision, mais du pouvoir de compréhension à l'élaboration de la décision, etc. Parce que juste du vote, c'est pas de la démocratie, quoi. Mais vraiment transformer le régime pour être dans quelque chose de plus démocratique, je pense. L'idée que j'avais eue, c'était que je partagerais la connaissance de mon pouvoir de changer le monde. Comme ça, chacun aurait le pouvoir de changer le monde. Un des enjeux majeurs, c'est la capacité ou pas que nous aurons tous à reconstruire un certain nombre de garde-fous, de gendarmes, on l'appelle comme on veut, d'institutions qui soient capables de défendre les biens communs, défendre les services publics, défendre les peuples et les populations face à l'appétit sans fin et au cynisme sans fin des élites économiques et politiques, puisqu'aujourd'hui ils font largement alliance.
Car en fin de compte, tout réel changement de système ne peut se faire à terme que si nous acceptons de changer notre façon de faire de la politique. C'est ce que dit Arieka, épisode 25, et que corroborent Antoine Zeroudi, épisode 20, et Nicolas da Silva Tomé, épisode 13. Aider les autres à décider par eux-mêmes, à reprendre du pouvoir là où ils se trouvent, c'est aussi notre rôle en tant que citoyens. Et puis, pour boucler la boucle, c'est une façon de leur apprendre eux aussi à changer le monde, comme dit Kevin, épisode 47. Nous ne sommes pas tous dans des postures dans lesquelles nous pouvons prendre des décisions, et par conséquent, accompagner les autres à le faire peut sembler difficile. Pour autant, nous pouvons d'ores et déjà œuvrer, en tant que citoyens, à reconstruire des garde-fous, pour reprendre l'expression de Laurent Mucchielli, épisode 48, et ça peut notamment passer par le fait de dénoncer les actes de corruption qui ont parfois lieu juste à côté de nous. Enfin, il y a les inclassables, 3 idées que je n'ai pas su mettre ailleurs, et que je qualifierais simplement de méthode du gros coup de pied dans la fourmilière. Les voici. Je pense que je couperais tout. Je couperais vraiment tout, l'électricité, énormément de choses, quoi, pour imposer un retour aux sources à l'être humain. Je crois que je ferais fumer un petit peu de crapaud à une grande partie de la planète. Ça aiderait beaucoup de personnes à se sentir bien mieux dans leur basket. Mais bon, pour quelque chose qui est plus légal, hein, et quelque chose que l'on peut faire, c'est essayer de faire en sorte que les gens puissent changer leur paire de lunettes sur le monde. Je filerai de l'eau potable à tout le monde. Voilà, des accès à l'eau potable partout dans le monde. Voilà, et après, les gens se démerdent. Vous venez d'entendre respectivement Emma Pujard, épisode 15, Loïc Ternisien, épisode 43, et Miuma, épisode 12. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura distrait, à défaut de vous apprendre des choses, et que peut-être il vous aura donné envie de découvrir d'anciens épisodes que vous n'aviez pas encore écoutés. Pour ma part, j'ai trouvé ça très drôle de voir que des gens très différents auraient finalement fait des choses similaires avec une baguette magique. C'est peut-être là un signe que faire démocratie n'est pas si difficile, à partir du moment où on discute les uns avec les autres. Et maintenant que vous avez vu le nombre foisonnant d'idées qui ressortent avec seulement 50 personnes, imaginez avec 100, avec 1000, avec 10 000. Et vous, si vous aviez le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que vous commenceriez ? Allez, donnez-moi vos idées dans les commentaires. J'essaierai de tout compiler dans un article pour alimenter cette belle bibliothèque de propositions. Dites-moi également si cet épisode vous a donné une piste concrète pour passer à l'action cette année. Et si oui, laquelle ? Nous ne pouvons pas tous tout faire, mais si chacun se dirige vers une action qui l'inspire, alors pourquoi pas ? Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives aux épisodes précédents. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous le lundi 8 janvier pour le retour des rencontres hors des sentiers battus. Et d'ici là, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2024.